Vacances des Pâques et autres chroniques de Marcel Proust. S'il vous faut chercher une plume parmi les plus florissantes de la langue française, et qui aurait pris à Balzac, à Jules Barbet d'Aurevilly et à Charles Baudelaire quelque part non négligeable de leur génie, il vous faut comprendre que bien que la littérature française soit la plus élevée qui soit, elle ne le serait pas de la même manière si la plume en question n'avait pas tant surélevé le fond avec la forme. Il n'y a pas de mystère sur celle dont je parle. Le lecteur attentif aura compris de qui je parle, et bien que je vais me contenter d'évoquer avec vous quelques-uns de ses écrits épistolaires, qui sont essentiellement des chroniques parues dans le Figaro, je dois dire qu'il n'existe pas, pour ma part, d'autres auteurs possédant une telle finesse d'analyse et une telle élégance de style. Dans la première chronique, intitulée « Au seuil du printemps », parue le 21 mars 1912 dans le Figaro, Marcel Proust, orienté sur ce mois de mai qui est le mois de Marie, évoque ces arbustes qui fleurissent dès février et dont les pétales se déploient comme des prières qui honoreraient l'Immaculée Conception. Il faut dire que les aubépines symbolisent depuis l'Antiquité l'innocence et la pureté virginale. Et tout naturellement, Marcel Proust les lie à la Vierge Marie, et qui, sur l'autel, au-dessus du drap blanc de coton soigneusement brodé, qui sert de nappe mariale au ciboire d'or qui accueille le Christ cher, forment un décorum spécifiquement catholique. Le lecteur athée ne devra pas s'étonner que notre auteur encense de la sorte la mère de notre Seigneur. Pour Marcel Proust, l'aubépine, par ses fleurs et ses épines, est cette communion de la Vierge et du Christ que le rose, souvent convoqué, vient unifier. En fait, Marcel Proust, avant que ses tout derniers mots n'assimilent l'aubépine au buisson ardent, annonce, à travers la résurrection de la nature, celle du Christ. Dans la chronique intitulée « Vacances de Pâques », parue le 25 mars 1913, les fleurs ont toujours leur mot à dire. En effet, jonquilles, narcisses, anémones, corolles, violettes et jacinthes forment l'idée de la beauté renouvelée. Marcel Proust se remémore alors les vacances de Pâques qu'il aurait dû passer quand il était enfant à Florence. Ce souvenir italien, merveilleusement préservé et enchanté par un verbe non excessif, parvient à nous rapprocher de l'idée romantique, catholique et artistique de la cité qui autrefois fit exiler deux de ses grands maîtres. C'est là que notre auteur pose comme condition à son souvenir l'usage des termes mots et noms, qui, désignatifs de choses, révèlent des sentiments, des sensations et des idées qui proviennent du caractère et de la personnalité. Ce concept proustien fait transférer sur le nom tout un tas de pensées et d'émotions issues de l'éthos, et qui, indépendamment de la définition exacte, fait vivre le nom d'une charge purement subjective. Ainsi, pour notre auteur, Florence a en elle ce même parfum que déchargent les peintures de Sainte Marie des Fleurs, et qui, isolément de l'aura aristocratique que véhicule le nom de Florence et qui émane directement de ses nombreux chefs-d'œuvre, dont les auteurs ont été glorifiés et recensés par des poètes tout aussi brillants, resplendit d'une toute autre force que Proust a enfermée dans le nom de Florence. L'idée alors que se fait Marcel Proust de Florence est donc affaire d'idiosyncrasie, où domine une sorte de synesthésie sensitive provoquée par la mémoire et l'imagination et qui se superpose à la notion préalable. Quoi qu'il en soit, Marcel Proust réaffirme ici que le souvenir de Florence est bien plus le fait de l'indicible et du miraculeux que du voyage lui-même, qui, avoue-t-il à la toute fin de sa chronique, n'a jamais vraiment eu lieu. Dans la chronique suivante, intitulée « L'église de village », paru dans le Figaro le 3 septembre 1912, et le que l'on peut rapprocher à cause du rôle central de la croix dans la vie des hommes, du clocher de Kaliazine d'Alexandre Solzhenitsyn, ici, Marcel Proust évoque le génie du christianisme à travers cet édifice consacré à la Sainte Messe. Dans cette chronique, notre auteur affirme déjà son style pondéreux, méthodique et soigné, et que l'on découvrira de manière quintessentielle dans sa recherche du temps perdu. Et pour mieux se rendre compte de ce style, on va analyser une phrase dont la longueur est symptomatique de la manière de penser de notre auteur. En effet, Marcel Proust est plutôt avare en point de ponctuation. La phrase en question ici révèle une manière d'écrire très expérimentée. Lisons donc cette phrase. Ces vitraux ne chatoyaient jamais tant que les jours où le soleil ne se montrait pas, de sorte que, fît-il gris dehors, on était sûr qu'il ferait beau dans l'église. Je revois l'un rempli dans toute sa grandeur par un seul personnage pareil à un roi de jeu de cartes qui vivait là-haut entre ciel et terre, et un autre où une montagne de neige rose au pied de laquelle se livrait un combat,
semblait avoir givré à même la verrière qu'elle boursouflait de son trouble grésil, comme une vitre à laquelle il serait resté des flocons, mais des flocons éclairés par quelque aurore, par la même, sans doute, qui empourprait le retable de l'autel de ton si frais qu'il semblait plutôt posé là, momentanément, par une lueur prête à s'évanouir que par des couleurs attachées à jamais à la pierre. Et tous étaient si anciens qu'on voyait çà et là leur vieillesse argentée étinceler de la poussière des siècles et montrer brillante et usée jusqu'à la corde la trame de leur douce tapisserie de verre. Cette phrase contient 181 mots, 2 points-virgules et 7 virgules. La phrase commence par les mots « ces vitraux » et se termine par le mot « verre », écrit en rouge. Viennent s'ajouter à ce vocabulaire les mots « verrière » et « vitre » en vert. L'idée de lumière spirituelle est appuyée par les mots « chatoyer »,« jour »,« soleil »,« là-haut »,« ciel »,« éclairé »,« aurore »,« lueur »,« étincelée » et « brillante » en jaune. De plus, les mots « neige »,« givré » et « flocon » en bleu azur induisent l'idée de la blancheur étincelante qui charme l'âme au moment où celle-ci s'échappe de son corps pour rejoindre l'éternité. Avec ce vocabulaire spécifique, Marcel Proust invoque dans l'esprit du lecteur l'idée de la transcendance et de la verticalité spirituelle qui est naturellement associée à l'Église. Notons en passant que ce jeu de lumière est appuyé par un vocabulaire coloré qui joue dans l'œil du spectateur les effets substantiels du passage de la lumière à travers les vitraux. En effet, les mots gris, rose, empourpré, couleur et argenté en rouge obligent à concevoir l'union du ciel et de la terre. La notion de temps, chère à notre auteur, se conjugue ici essentiellement à l'imparfait, afin de dilater le souvenir lui-même, tout en accentuant l'impression de lenteur et de durée, tandis que les mots « momentanément »,« ancien »,« vieillesse »,« poussière » et « siècle » en violet, cimentent l'idée du temps qui passe inexorablement. Il faut alors penser que l'expression « entre ciel et terre », soulignée en noir, revivifie le rôle de l'Église et sa fonction d'échelle terrestre. Du fait, le paragraphe suivant consolide cette idée. En effet, Marcel Proust réaffirme la primauté de l'Église sur le temps dans une phrase presque aussi longue que celle que l'on vient d'étudier. Cette phrase paragraphe, qui comporte pas moins de 170 mots, fait du clocher, qui quelques pages plus loin est levé comme le doigt de Dieu, une demeure du ciel qui est, à considérer le vivifiant éthos chrétien qui anime notre auteur, aussi guide que celui dépeint à Kaliazine par Solzhenitsyn. À la suite, dans la chronique intitulée « Contre l'obscurité », parue dans la Revue Blanche le 15 juillet 1896, Marcel Proust rappelle quelques vérités esthétiques en réaction à des œuvres médiocres de son époque, mais qui aujourd'hui, en comparaison de celles qui sont produites, sont presque sans reproche. En effet, la décomposition morale qui agite les pinceaux et les plumes est cette obscurité dont parle Marcel Proust et qui fait des artistes pris sous cet illuminisme de vils artistes. Ces artistes sont des images méconnaissables de Chateaubriand ou d'Hugo, nous dit Marcel Proust, et sont pareils à du bois pourri ou des débris déposés sur le sable par la mer et qui proviennent d'une belle flotte ancienne. Cette obscurité est entretenue par la partie médiocre de l'être, laquelle, animée d'expressions faciles et vulgaires, ne veut ni ne peut réaliser l'universel, car de la nature et de ses lois, qui ne cachent ni le soleil ni les étoiles, elle ne prend rien. En ce sens, dans la dernière chronique, Marcel Proust encense le fameux critique d'art anglais John Ruskin. Ici. L'esprit de ce héros, nous dit Marcel Proust, a su nous faire regarder admirablement les grands maîtres italiens de la peinture et qui d'Amiens, une ville française apparemment ordinaire, écrivit un livre qui fait office de Bible, que Marcel Proust traduisit en 1904 et dont le contenu est consacré à l'histoire du christianisme. L'abondante œuvre de notre Anglais, qui prend racine tantôt dans les vieilles pierres des cathédrales françaises et tantôt dans les expériences mystiques et murales de Giotto, témoigne de cette vie précisément chrétienne, abondamment enflammée de l'amour de Dieu. En observant sérieusement l'œuvre écrite de Marcel Proust, le lecteur attentif aura repéré, derrière les variations romanesques et sentimentales, et parfois sous forme de formulations parallèles, les intuitions d'un homme raffiné et anglais qui avait comme ami les cathédrales françaises. Ce petit livre a donc fait naître en moi beaucoup de réflexions.
À vrai dire, avec Marcel Proust, on ne peut être avare de commentaires tant le personnage a su par la langue enrichir la pensée, tout en perçant des univers clandestins coincés dans la psyché humaine et qui, avec une formidable construction phraséologique, a su les rendre visibles. En ce temps de grippe corsée, le lecteur né aura donc le cœur de ne pas imiter, comme Marcel Proust lui-même, la vie insensée que mènent beaucoup d'hommes et de femmes, et au lieu d'écouter des niaiseries et on ne sait quelle calembredaine, comme dirait Tchekhov, et surtout pour notre plus grand bien, de partir dans la campagne, voir les premières aubépines.